Siméon Oyono Ezono Angei, ministre des Affaires étrangères et de la coopération de la Guinée équatoriale, a été reçu par le chef de l'État, Idriss Déby Itno. Il est porteur d'un message de son président au chef de l'État. Ouverture ce matin de la 3e Assemblée générale de l'International francophone du dialogue social, une rencontre qui vise à promouvoir la culture du dialogue pour le développement socio-économique de l'Afrique francophone. En religion, lancement des activités du jubilé d'or de la rencontre sacerdotale et religieuse des Africains du Tchad. L'ouverture a été marquée par une messe dirigée par l'évêque du diocèse de Montou. C'est tout pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information. Le chef de l'État, Idriss Déby Itno, a accordé ce matin une audience à une délégation équato-guinéenne conduite par son ministre des Affaires étrangères, Siméon Oyono Ezono Angei, et les porteurs de message de son président au chef de l'État. Sabouro Dniakany. Quelques jours après la clôture du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, tenu à Yaoundé, le président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema Mbasogo dépêche auprès de son homologue Idriss Déby Itno son chef de la diplomatie, Siméon Oyono Ezono Angei. C'est son nom. Il a remis le pli confidentiel à son illustre destinateur, le président de la République Idriss Déby Itno. Siméon Oyono Ezono Angei et le chef de l'État ont, au cours des échanges, passé en revue la riche et fructueuse coopération entre le Tchad et la Guinée équatoriale, les enjeux économiques et plusieurs sujets d'intérêt commun de la sous-région n'ont pas été perdus de vue au cours de l'entrevue. C'est dans le cadre de consultations mutuelles de haut niveau entre les deux chefs d'État. Et aussi dans le cadre de renforcement de liens d'amitié et de coopération entre les deux peuples, Guinée équatoriale et Tchad. Le déplacement en N'Djamena du ministre des Affaires étrangères équato-guinéen s'inscrit dans le cadre de contacts permanents entre les présidents Idriss Déby Itno et Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Paim-Debeu, représentant le chef de l'État, a ouvert ce matin dans un hôtel de la place la 3e Assemblée générale de l'International francophone du dialogue social. Une rencontre qui vise à promouvoir la culture du dialogue pour le développement socio-économique de l'Afrique francophone. Magicien Anastasie Bissi. Promouvoir le dialogue afin de contrecarrer les difficultés socio-économiques dans l'espace francophone, c'est le pari dont fait montre l'International francophone du dialogue social. À cette 3e Assemblée générale, les participants ont pour tâche d'évaluer les actions dans les pays représentés et corriger les manquements en mettant en place des stratégies nouvelles pour privilégier davantage le dialogue tripartite. Au Tchad, des efforts sont conjugués à tous les niveaux pour faire face aux différentes crises, selon le président du Conseil national du dialogue social, afin d'améliorer l'environnement du travail. Le tripartisme fonctionne dans tous les rouages de l'État, ce qui traduit la volonté inébranlable des plus hautes autorités à privilégier le dialogue avec ses partenaires sociaux et économiques. C'est cette attitude qui a donné le coup de franche au gouvernement de faire valablement face aux défis de la crise financière mondiale due à la chute vertigineuse du prix du baril du pétrole. Assurer la sécurité sociale et vulgariser les œuvres tendant à promouvoir le dialogue, l'International francophone du dialogue social mise sur des approches spécifiques. L'IFDS s'est fixé comme objectif de contribuer au renforcement de la pratique du dialogue social dans l'espace francophone. Et pour ce faire, elle a retenu comme stratégie le renforcement de capacités des acteurs, la recherche-action, les échanges et le partage d'expériences sud-sud et nord-sud sur les bonnes pratiques en dialogue social. Le président du comité d'organisation, Mahama Sall Ibrahim Dougri, en appelle à la culture du dialogue social qui, selon lui, est un élément fondamental pour le décollage économique d'une nation.
De son côté, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, représentant le chef de l'État, précise que le partenariat tripartite du dialogue social doit être un pacte durable afin d'aider les États à s'émerger. Le représentant du chef de l'État, Kalzebe Pamudebe, en appelle à la culture du dialogue social afin de faire face aux différentes crises qui secouent l'Afrique francophone. Un extrait de ses propos. La nécessité d'un dialogue tripartite permanent afin d'apporter les solutions idoines à toutes les difficultés socio-économiques que traverse notre continent s'impose. Aussi, au regard des thèmes retenus et qui vont être développés au cours de vos assises, il s'agit pour vous, chers participants, de procéder au renforcement des capacités de vos membres pour l'atteinte des principaux objectifs, de doter l'international francophone du dialogue social d'un programme triennal d'action 2019-2021 intégrant les visions de l'Organisation internationale du travail, de la CNV internationale et de l'Organisation internationale de la francophonie. Au sortir de cette Assemblée générale de N'Djamena, l'international francophone du dialogue social doit atteindre les objectifs qu'elle s'était fixés lors de sa création à Dakar en vue de mieux appréhender la déclaration du centenaire de l'OIT pour l'avenir du travail, la théorie du changement sur le dialogue social constructif et inclusif, la mise en place d'une base de données sur le dialogue social dans l'espace francophone africain sur la base d'éléments d'information utiles. Le Tchad, mon pays, sous la clairvoyance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a perçu très tôt la nécessité de privilégier le dialogue sur tous les plans, notamment avec les partenaires sociaux, les organisations d'employeurs, les travailleurs, pour améliorer l'environnement du travail. Cette volonté manifeste des plus hautes autorités de la République s'inscrit dans le respect des engagements pris vis-à-vis de la communauté internationale, notamment l'Organisation internationale du travail, à travers la ratification de plusieurs conventions relatives au dialogue social et la négociation collective. Ainsi, le gouvernement tchadien a pris toutes les dispositions nécessaires en arrimant les textes inhérents à la création d'un cadre juridique idéal pour une concertation apaisée dans la perspective de cultiver l'esprit du dialogue social à tous les niveaux. Je voudrais énumérer, entre autres, la mise en place depuis 2009 d'un comité national du dialogue social et de ses démembrements dans les secteurs publics et privés. Cet engagement du gouvernement traduit sa ferme volonté de rechercher avec les partenaires sociaux les voies et moyens adéquats favorables à un développement inclusif durable. Malgré les difficultés économiques et financières liées à la chute du prix du pétrole que traverse depuis quelques années le Tchad et le coût élevé de maintien de la sécurité dans la sous-région, le gouvernement tchadien n'a ménagé aucun effort pour maintenir le dialogue avec ses partenaires sociaux. Vos assises se déroulent au moment où l'Afrique subsaharienne fait face à une insécurité grandissante engendrée par le phénomène de Boko Haram qui écume nos villes et nos villages. Nous déplorons le fait que des jeunes désœuvrés, bras valides de la société, à la recherche du gain facile, soient des proies faciles dans cette lutte en s'alliant avec des hommes sans foi ni loi.
La solution à cette nouvelle forme de violence ne peut être trouvée que par la voie du dialogue, comme vous l'aviez traité et fait ressortir dans vos recommandations lors de votre précédente Assemblée générale tenue en 2018 à Cotonou, au Bénin, ayant pour thème dialogue social, politique publique, migration du travail et économie informelle. Le ministre de la Santé publique, Mahmoud Youssouf Khayal, a lancé ce matin la campagne pour la riposte contre la poliomyélite. Cette campagne de riposte est prévue du 25 au 29 novembre dans 4 délégations provinciales sanitaires. Fonaïda Dramon-Josiane. 2 gouttes du vaccin contre la poliomyélite marquent le lancement officiel de la campagne pour la riposte de cette maladie par le ministre de la Santé Mahmoud Youssouf Khayal. Cette campagne, qui est la deuxième après l'éradication du polio au Tchad en 2016, intervient après 3 cas des enfants atteints par la poliomyélite. L'enfant a le droit de jouer, de courir et de s'épanouir, souligne la représentante de l'UNICEF. À cet effet, elle relève la cause de la non-vaccination chez certains enfants et interpelle les parents à leur responsabilité. Le ministre de la Santé publique, quant à lui, rappelle à toute la population que la riposte impose 3 passages de vaccination. À chaque passage, tous doivent se mobiliser pour garantir aux enfants une immunisation contre la poliomyélite et remercie la communauté internationale et nationale pour leur appui. Je voudrais adresser au nom du gouvernement mes vifs remerciements, notamment à l'OMS, l'UNICEF, la Fondation Bill et Melinda Gates, à tous les partenaires sans oublier la Fondation Dangote, qui ne cesse d'apporter à notre pays leur appui technique et financier dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de santé en général et de l'initiative pour l'éradication, l'élimination de la poliomyélite en particulier. Cette campagne de riposte est prévue dans les 4 délégations provinciales sanitaires, notamment le Chariba-Girmi, le Hadjer-Lamis, le Mayo-Kébi-Est et N'Djamena. Le CFOD a servi de cadre à la célébration de la Journée internationale de professeurs de français. L'objectif est de permettre aux professeurs de français d'échanger sur les difficultés qu'ils rencontrent. Une initiative de la coordination de CALF. La rencontre a vu la présence du ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique et l'ambassadeur de France au Tchad, Ahmed Adoussa. Chaque 28 novembre de l'année, le monde célèbre la Journée internationale des professeurs de français. Cette première édition a rassemblé un nombre important d'enseignants dans le but de promouvoir et valoriser la langue française et son enseignement. Les professeurs de maths enseignent en français, les professeurs d'histoire géo enseignent en français, les professeurs de sciences vie et de la terre enseignent en français. Donc vous voyez comment nous sommes importants pour nos collègues des autres disciplines. L'ambassadeur de France au Tchad, Bertrand Kocheri, met un accent particulier sur l'importance de la langue française, car selon lui, la langue française occupe le 2e rang après l'anglais dans le monde. Le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, Aboubakar Assidik Choroma, évoque le contexte dans lequel intervient cette journée, tout en exhortant les professeurs à une réflexion approfondie sur l'apprentissage de cette langue de Molière. La journée se célèbre dans un contexte où les enseignants du français au Tchad se font rares. En cette occasion, je salue le travail fait par les enseignants du français et je les exhorte à réfléchir sur la manière d'enseigner le français dans un contexte comme le nôtre, dans un contexte de pluralité linguistique, dans un contexte de bilinguisme de 2 langues officielles au Tchad. Le coordonnateur du centre d'apprentissage de la langue française, Jean Loup, estime que le monde compte de nos jours environ 900 000 professeurs de français. Bon à savoir, des professeurs ont bénéficié d'une formation de 2 semaines en France. 35 enseignants contractuels de l'État affectés dans le Borkou viennent d'être accompagnés ce matin à destination de leur poste. C'est grâce à l'effort de l'Association pour le développement du Borkou qui soutient la politique du gouvernement. Plaçant au cœur de ses actions l'éducation,
L'association pour le développement du Borkou, à sa tête, Mamorozi Shigefe, s'est investi avec ses propres ressources pour déployer les enseignants contractuels de l'État affectés dans cette province. 35 enseignants partent donner le savoir aux enfants tchadiens de cette partie du territoire national. Nous sommes approchés du ministère de l'Éducation qui est notre partenaire. Nous avons pu expliquer à ces enseignants, c'est une terre d'hospitalité, d'accueil, et dès qu'ils seront là-bas, c'est toute une autre image qu'ils vont trouver dans la province de Borkou, et une vie conviviale et une carrière pleine de succès. Rassurés par l'association pour le développement du Borkou, ces enseignants quittent avec un moral au beau fixe. Il y a certains qui n'ont pas vu Faya. Certes, nous avons cette crainte-là, mais nous avons vraiment un moral pour l'instant, au pied d'une association vraiment qui a une volonté. L'association pour le développement du Borkou, laquelle vient de convoyer les enseignants, marque ainsi sa détermination de soutenir la politique du gouvernement en matière d'éducation, levier essentiel de tout développement. Le Tchad a accédé le 28 novembre 1958 à la souveraineté internationale. Mais qu'est-ce qui s'est produit avant cette date? Tellement de réponses avec Marale Joséphine. Le 28 novembre 1958, cette date reste à jamais gravée dans les mémoires des Tchadiens. C'est à cette date, soit exactement 61 ans aujourd'hui, que le Tchad fut proclamé république. Il accède à la souveraineté internationale, à l'instar des autres pays africains qui jouissent d'une autonomie de gestion administrative et de la liberté politique grâce à la pluralité des partis politiques. L'accession du Tchad à la souveraineté internationale n'était pas un simple cadeau tombé du ciel, mais plutôt le résultat d'une lutte gagnée au prix du sang par nos illustres dévanciers. Il a fallu que ceux-ci subissent de dures épreuves et traversent des obstacles colossaux pour que le pays soit libéré du joug colonial. Le déclic fut donné à la conférence de Berlin en Allemagne où les grandes puissances européennes se sont réunies pour décider de la répartition territoriale de l'Afrique. Ce fut un moment décisif pour la France qui a scellé le sort du Tchad parce que, disposant des ressources naturelles qui forçaient déjà l'admiration des colonisateurs. Des colonnes militaires envoyées par l'Occident pour conquérir le territoire tchadien feront face à des résistances acharnées. Malgré ces résistances farouches, le Tchad tombe et devient quelques années plus tard l'une des colonies françaises. Sa mise sous tutelle de la France l'amènera à répondre par un oui à l'appel du général de Gaulle pour aider l'armée française à libérer son pays occupé par les nazis. Cet engagement et surtout ce soutien fait de notre pays un allié de taille partageant la même vision que la France. Cette décision courageuse, d'ailleurs saluée par la France, sera aussitôt suivie par celle qui sera prise par d'autres pays d'Afrique centrale, notamment le Cameroun, la RCA, le Gabon et le Congo. Cet acte viendra une fois de plus contribuer fortement à la consolidation et à la pérennisation des relations naissantes entre le peuple tchadien français. Eu égard à toutes ces prouesses, un climat de confiance s'est instauré entre les deux pays. Pour le colonisateur, le Tchad reste et demeure un pays sur lequel la France peut et doit désormais compter. En reconnaissance aux pays africains et en participant à la libération de la France, l'on assiste à l'abolition du Code de l'indigénat en 1946. Cette abolition donne aux combattants considérés autrefois comme des sujets le droit d'être des citoyens avec les avantages de créer des partis politiques, de voter, d'élire ou encore d'appartenir aux associations syndicales. Gonchome Sanoulba, Ahmad Koulamala, François Tombalbey et bien d'autres pionniers tchadiens se démarquèrent ainsi politiquement. Une autre promesse tenue par la France est celle concernant la loi cadre Gaston Defferre, adoptée le 23 juin 1956 par le Parlement français et qui jette véritablement les bases de l'émancipation des territoires coloniaux en Afrique française. Il s'en est suivi en 1958 le référendum constitutionnel de la République française qui offre la possibilité aux Africains d'opter un libre choix de rester ou non dans la communauté française. Une proposition accueillie avec ferveur par tous les pays africains d'expression française, dont le Tchad à l'exception de la Guinée de Sékou Touré. Juste après, l'Assemblée territoriale qui existait fut érigée en Assemblée nationale toujours grâce à la loi cadre Gaston Defferre. Et c'est cette législature
qui a eu le privilège de proclamer le 28 novembre 1958 la jeune République du Tchad. Pour sa bonne gestion, cette jeune République se verra dotée d'une constitution votée par les mêmes représentants du peuple siégeant à l'Assemblée nationale. Et à l'occasion de l'anniversaire de la proclamation de la République et conformément à l'article 1 du décret 413 du 30 septembre 1997, plutôt portant révision de la liste et du régime des jours fériés et chômés, le ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social a l'honneur de porter à la connaissance des travailleuses et travailleurs du secteur public et privé que la journée du jeudi 28 novembre 2019 est déclarée fériée et chômée sur l'ensemble du territoire national. Par ailleurs, le ministre tient à informer les travailleuses et travailleurs que la journée du vendredi 29 novembre est ouvrable. À la signature, le ministre Ali Mbodou-Boudoumi. Le dossier de la rédaction de la Télétchad relative à la célébration du 1er décembre, journée de la liberté et de la démocratie. Ce soir, je vous conduis dans la province du Logone occidental. Que peut-on retenir de réalisation du chef de l'État dans la dite province? Élément de réponse, Ahmad Ali Sanamat. Meurtri plus d'un quart de siècle de guerres civiles provoquées, des pratiques régionalistes, tribalistes et ostracistes des régimes antérieurs, le peuple tchadien a recouvré à l'avènement du mouvement patriotique du salut MPS le 1er décembre 1990 sa liberté et ses droits fondamentaux avec la chute du régime dictatorial du Sénabré. Cette date, qui retient bien l'attention du peuple tchadien, est à mettre bien sûr à l'actif du président de la République Idriss Déby Itno, président fondateur du MPS. Après avoir tourné une nouvelle page de l'histoire du Tchad, Idriss Déby Itno s'est résolument investi pour le développement durable du pays sur tous les plans. Depuis cette date mémorable, dans la province du Logone occidental, la stabilité, le rétablissement de la paix et de la sécurité, conditions sine qua non de tout développement, la cohésion sociale, la liberté et la démocratie sont une réalité. Engagé et toujours déterminé pour un avenir radieux du pays, le président de la République Idriss Déby Itno porte un regard particulier sur la province du Logone occidental. La preuve, ce sont les réalisations palpables enregistrées dans les 4 départements et singulièrement dans la ville de Moundou. En matière d'infrastructure, la province du Logone occidental, une province très chère au chef de l'État Idriss Déby Itno, s'est vue dotée des hôpitaux des districts, des centres de santé bien équipés avec du personnel qualifié et une gratuité des soins d'urgence, sans oublier la gratuité des antirétroviraux ARV aux malades du sida. Sur le plan éducatif, la province a également bénéficié de la construction des écoles, collèges et lycées aux normes internationales. Moundou, chef-lieu de la province, dispose d'une grande université, deuxième du pays, qui fait la fierté des Logonais. Moundou, la capitale économique du Tchad, a vu ses rues bitumées et électrifiées avec le système solaire, sans oublier le tronçon Moundou-Touboro frontière Cameroun. Au plan économique, Moundou, qui constitue un pôle d'attraction économique, dispose d'une agence de la Banque des États de l'Afrique centrale BAC. Le président de la République Idriss Déby Itno a fait implanter à Moundou un complexe frigorifique et abattoir moderne, le premier du genre à l'intérieur du pays, construit à plus de 15 milliards de francs CFA sur fonds propres de l'État. Ce n'est pas tout. Un aéroport international va relier désormais la ville de Moundou, capitale économique du Tchad, aux autres villes de la planète. Bientôt, la ville de Moundou sera électrifiée 24 heures sur 24 grâce à une centrale à gaz naturel, un projet dont la réalisation tient à cœur le chef de l'État Idriss Déby Itno. Avec l'implantation de poteaux et d'autres équipements déjà installés, cela prouve à suffisance que le calvaire que vivent les Moundoulais en matière d'énergie appartiendra désormais à l'histoire. Avec la relance des activités de la Coton Tchad, société nouvelle, suite à un partenariat fructueux entre la société singapourienne Olam et le gouvernement tchadien sous l'impulsion du chef de l'État, cela va sûrement booster l'économie de la province du Logone occidental et partant du Tchad. Sur le plan sportif, un stade omnisport d'une grande capacité d'accueil est en cours de réalisation, mais en attendant, le stade municipal de Moundou vient d'être doté d'une pelouse synthétique qui fait la fierté de la jeunesse moundoulaise. La liste des réalisations du chef de l'État Idriss Déby Itno dans la province du Logone occidental n'est pas exhaustive car d'autres projets verront bientôt le jour au bénéfice de la population.
Les Logonnais apprécient hautement les réalisations du chef de l'État en leur faveur. La population qui ne voit pas d'autres personnes qu'Idriss Déby Itno pour le développement de la province du Logone occidental entend apporter tout son soutien au chef de l'État, président fondateur du MPS. Le message que je voudrais lancer à la population du Logone occidental, c'est de ne pas suivre les vendeurs d'illusions. C'est le chef de l'État qui peut nous sortir de cette situation. Il faut que les Logonnais comprennent une fois pour toutes. Les Logonnais s'activent pour célébrer avec faste la fête du 1er décembre, journée de la liberté et de la démocratie, édition 2019. Préparatif 1er décembre dans la province de Ouadévira, c'est le maire de la commune de Bilting, Habib Adoudou, qui entre en scène. Il a convié les responsables de la province en vue d'une mobilisation de la population le jour de la fête à la domicile. Sont conviés à cette rencontre de sensibilisation et mobilisation les chefs des arrondissements du quartier et les représentants des femmes et jeunes de la ville de Bilting. Comment faire sortir massivement la population biltinoise le 1er décembre prochain, journée de la liberté et de la démocratie, est le but principal de cette rencontre dirigée par le maire de la ville de Bilting, Habib Adoudou. S'adressant à l'assistance, le maire de la commune de Bilting reconnaît que la tâche est immense quand on sait que plus de 1000 invités sont attendus à Bilting. Il ajoute par ailleurs que la fête est nationale et chaque citoyen est tenu à sortir et réserver un accueil chaleureux aux différents invités. C'est une responsabilité qui incombe les chefs des arrondissements, des quartiers et représentants des femmes et jeunes, devrait-il ajouter. Le chef des arrondissements, des quartiers et représentants des femmes et jeunes ont rassuré le maire de la ville qu'ils ne failliront jamais à leur mission. Il ressort ainsi de cette rencontre un engouement soutenu et un degré de responsabilité manifeste pour que la fête soit belle. Une délégation du groupe Bamina conduite par son président Ibrahim Momad a fait un don à la Fondation Grand Cœur. C'était en présence de la secrétaire générale de la dite Fondation, Ousmane Idriss Takou. À quelques jours du 29e anniversaire de la Journée de la liberté et de la démocratie, le groupe Bamina offre un don à la Fondation Grand Cœur. Composé de denrées alimentaires de première nécessité, il est question d'encourager la Fondation dans ses différentes actions dans les domaines de l'éducation, la santé et les appuis multiformes en faveur des couches défavorisées. Pour les chargés de communication du groupe Bamina, par ce geste, les baministes veulent accompagner la Fondation Grand Cœur dans ses œuvres de bienfaisance. La Fondation Grand Cœur qui soutient la politique de gouvernement en matière de santé, de lutte contre la pauvreté, mérite d'être soutenue. C'est pourquoi nous voudrions exprimer notre gratitude à son Excellence Madame la Première Dame, présidente fondatrice de la Fondation Grand Cœur. La secrétaire générale de la Fondation Grand Cœur qualifie ces gestes de reconnaissance pour son organisation et un signe d'encouragement. Le geste que vous venez de poser, Monsieur le Président du groupe Bamina, explique votre attachement à nos activités au profit de nos populations et démontre à suffisance la crédibilité de la Fondation Grand Cœur au niveau national. Par la même occasion, le groupe Bamina a remis une attestation d'encouragement à la fondatrice de la Fondation Grand Cœur, Hinde Déby Itno, réceptionnée par la secrétaire générale de la dite organisation, Habiba Sahoulba. Vous aurez à la fin de cette édition la lecture d'un décret. Le 17 novembre dernier, la Fondation Grand Cœur et le comité médical de l'Assemblée mondiale de la jeunesse musulmane OAMI ont organisé la 5e édition de la caravane chirurgicale pluridisciplinaire à l'hôpital de l'amitié Tchad-Chine. Étalée sur 10 jours, cette œuvre caritative a ciblé de centaines de patients souffrant de diverses pathologies. Le point avec Varelaj. Hôpital de l'amitié Tchad-Chine, c'est ici qu'a débuté la caravane chirurgicale pluridisciplinaire. Et c'est ici aussi que s'achève cette œuvre caritative.
Elle est à mettre à l'initiative de la Fondation Grand Cœur de concert avec le comité médical de l'Assemblée mondiale de la jeunesse musulmane, WAMI. Au cours de cette caravane, ces deux organisations humanitaires qui œuvrent dans le social ont redonné du sourire aux couches défavorisées. L'engagement traduit en acte le slogan de la Fondation Grand Cœur à œuvrer toujours aux côtés des démunis. Oui, en effet, la santé est la première richesse qu'un individu possède. Raison pour laquelle soulager la souffrance des populations démunies est l'objectif ultime de la Fondation Grand Cœur, qui se veut un partenaire crédible pour l'appui aux actions publiques et remplir ses engagements aux côtés de son partenaire, le ministère de la Santé publique. La 5e édition de la caravane chirurgicale pluridisciplinaire s'achève à l'hôpital de l'Amitié tchado-chinoise. Les organisateurs réfléchissent sur la 6e édition et c'est Mundou, chef-lieu de la province du Logone occidental, qui abritera la prochaine édition. Après avoir pris part activement au congrès du MPS tenu du 2 au 4 novembre dernier à N'Djamena, de retour dans la province du Logone oriental, le secrétaire général provincial du MPS a fait la restitution de travaux du congrès aux militants du MPS de la dite province. Ali Aki. Dans les préliminaires, le secrétaire général provincial adjoint, Belola Bomba, a procédé à la lecture des décisions désignant les membres du présidium du congrès. Le secrétaire général provincial du Logone oriental, Nelngar Majingar, a dans la restitution du congrès extraordinaire du mouvement patriotique du salut tenu du 2 au 3 novembre dernier à N'Djamena situé le mobile de ces assises qui est de galvaniser les militants de la base en vue d'attaquer aisément les élections à venir. À la clôture, le président fondateur a longuement instruit, conseillé, orienté les camarades militantes. Son propos est axé sur ses vœux les plus chers, à savoir la paix retrouvée, la vigilance des Tchadiens face au terrorisme, l'apport genre dans toutes les décisions de notre pays, la jeunesse, la cohésion des militants par rapport aux élections qui pointent à l'horizon. Donc avant de souhaiter à tous ses camarades bon retour et surtout de se mettre en rang de bataille. Nelngar Majingar n'a pas manqué de relayer aux différents militants du mouvement patriotique du salut le message d'amour et d'entente entre tous les militants du mouvement patriotique du salut du Logone oriental. Une mission conjointe par le ministère de la production, de l'irrigation et des équipements agricoles a séjourné depuis hier à Bol, chef-lieu de la province du Lac. La mission a assisté à la cérémonie de distribution de 11 000 hectares de terres cultivables aux communautés de 26 villages pour lutter contre l'insécurité alimentaire à travers le projet de renforcement de la résilience des communautés hautes et déplacées. Le point avec Mohamed Mbouloumi. Le programme alimentaire mondial PAM, avec l'appui technique de l'Agence nationale du développement rural ANADER, a réalisé la construction de 2 barrages hydro-agricoles pour disponibiliser 140 000 hectares de terres irrigables au profit de 5 308 ménages autochtones et déplacés de 26 villages autour des polders de Melia à 30 km à l'ouest de Bol. Le chef d'antenne de l'ANADER du lac, Abakar Kaila, a expliqué largement à l'assistance les contextes et les objectifs du projet de l'aménagement de ces polders. Le secrétaire général de la province du lac, Sadi Katir Abdraman, a exprimé sa gratitude au PAM pour son aide multiforme au profit des populations du lac, tout en rappelant que l'engagement du PAM s'inscrit en droite ligne de la politique agricole du gouvernement incarné par le chef de l'État, Idriss Déby Itno. La représentante du PAM, Sali Haïdok, a souligné que l'objectif de l'ensemble des interventions du PAM est d'appuyer le gouvernement du Tchad dans l'atteinte des objectifs durables. En lançant officiellement la distribution des terres cultivables aux 26 villages, le conseiller juridique représentant Madame la ministre de la Production, de l'Irrigation et des Équipements agricoles, Adam Hissène, a vivement remercié le PAM pour ses louables actions. Il faut rappeler qu'il est formellement interdit de vendre les parcelles et les paysans s'engagent personnellement à son exploitation à son propre compte. Le projet est financé par l'Union européenne et le gouvernement d'Allemagne. Dans le Granem, la commune de Mao a tenu sa session budgétaire hier. En pris part à cette cérémonie le personnel de la mairie de Mao, c'est le secrétaire général de la dite province qui a présidé la cérémonie. Nana Jimbaye Ngara Mbaya. On prit part à cette cérémonie tout le personnel de la mairie présent dans cette ville.
La cérémonie est présidée par le secrétaire général du département du Kanem, Nana Djimbe Ngarimbaya. Le budget de l'exercice 2019 est équilibré selon le maire de la ville de Mao, Eladj Moutambour Choukou. Il s'élève en dépenses et en recettes à une somme de 281 357 170 francs. Le secrétaire général du département du Kanem a dans son allocution dit que l'exécutif communal de Mao a l'ultime obligation de présenter en temps normal le budget primitif pour avoir l'autorisation préalable du conseil municipal avant de se pencher sur l'importance du budget. Le budget, comme à l'accoutumée, est une opération par laquelle l'on évalue les recettes nécessaires pour satisfaire les besoins d'une institution donnée. Cependant, je voudrais en ce moment solennel vous exhorter à examiner de manière minutieuse et consciencieuse ce document qui sera mis à votre appréciation pour améliorer les recettes communales. Rappelons que cette session budgétaire durera 3 semaines. La Ligue des étudiants africains pour le développement à l'Est Africa a remis à notre compatriote Amina Priscille Longo, responsable de l'ONG Tchad Helping Hands, le prix international de l'Amazonie patriotique Africa 2019. Ce prix vise à récompenser et promouvoir 11 personnalités tchadiennes qui s'y sont démarquées par leur engagement pour avancer l'Afrique. La Tchadbé Pabame Désiré. Une médaille de mérite, un trophée et une attestation, ce sont là les prix qui récompensent cette vaillante dame pour ses multiples œuvres au service des communautés. Amina Priscille Longo, responsable de l'ONG Helping Hands, est honorée par la Ligue des étudiants africains pour le développement l'East Africa. Pour le président de l'East Africa, Ocheou Morgan Ocheché, Amina Priscille Longo incarne le patriotisme et le courage au Tchad. C'est une dame compatissante, novatrice et surtout un exemple à suivre devrait-il relever. La récipiendaire qui se dit honorée par ce prix exhorte cette organisation à soutenir les jeunes qui lui emboîtent le pas. Je voudrais donc dans un premier temps remercier aussi l'East Africa qui honore le Tchad, qui honore la jeunesse tchadienne avec ce prix. Ce prix, je pense qu'il va renforcer davantage notre engagement dans la communauté, notre engagement à impacter positivement nos communautés, mais surtout notre engagement à vouloir pousser les autres à faire comme nous. La Ligue des étudiants africains pour le développement, l'East Africa, œuvre dans la promotion de jeunes talents. Son siège est établi à Lagos, au Nigeria. L'ONG La Voix de la Femme a organisé ce matin une conférence de débat avec les étudiants de l'université ECTCHAD pour disséminer la question de violence basée sur le genre. Le thème débattu est violence en milieu scolaire. Le détail avec Christelle Garlemtana. C'est à travers cette conférence débat avec les étudiants de l'université ECTCHAD que les panélistes expliquent les textes de loi qui les protègent contre toutes sortes de violences et qui leur donnent le pouvoir de dénoncer leurs bourreaux. Nous sommes en train de dire le droit, c'est-à-dire on éveille la conscience des gens que le silence n'est pas une solution. Il faut dire ce qui ne va pas. Je me dis la lutte, elle est continue. Et la violence ne vient pas seulement de commencer, c'est une violence. La violence existe depuis des années et elle existe dans tous les milieux. Maintenant, la balle est dans votre camp. La violence, c'est une sorte d'extrémisme latent. C'est comme ça que moi je comprends. Et dans la manifestation, c'est fait par un contentieux interne à la personne. Ceci va nous conduire à peut-être une sorte de vengeance, mais tout ça a un train commun. Violence, vengeance. La lutte contre les violences basées sur le genre passe par la prévention, ce qui implique une large campagne de sensibilisation des femmes sur leurs droits et devoirs, affirme Fatimé Amsissan Lamana, secrétaire générale de cette ONG. Au-delà des efforts fournis par le gouvernement et ses partenaires, les femmes elles-mêmes doivent jouer leur partition, sortir du silence pour dénoncer toute violence faite à leur égard.
Les membres de la plateforme Le Tchad d'abord sensibilisent les élèves du lycée moderne de la sous-préfecture de Koundoul sur l'amour de la patrie et le vivre ensemble. La plateforme regroupe une soixantaine d'organisations de la société civile et a pour mission de défendre l'image positive du Tchad. Ahmad Garasta. La Tchadienne a retenti au lycée moderne de la sous-préfecture de Koundoul. Cet établissement scolaire reçoit les membres de la plateforme Le Tchad d'abord. Elle est conduite par le coordonnateur de la dite plateforme, Mamad Saleh Moussa. L'équipe de Tchad d'abord est venue sensibiliser les élèves du lycée moderne de Koundoul sur l'amour de la patrie et le vivre ensemble. La plateforme Le Tchad d'abord regroupe une soixantaine d'organisations de la société civile ayant pour mission de véhiculer une image positive du Tchad, défendre le pays et ses intérêts par le biais de la communication, de la sensibilisation, de l'information et de l'éducation. Face à la jeunesse, considérée comme acteur de développement, le coordonnateur de la plateforme Le Tchad d'abord invite les futurs cadres du pays à lutter contre les actes de vandalisme. Nous demeurons convaincus que toute action orientée vers le jeune contribuera à forger un lendemain meilleur et fleurisse. Une graine aujourd'hui entretenez-la et vous aurez une ombre sous laquelle vous vous reposez demain. Le proviseur du lycée moderne de Koundoul, Saï Ala-Ada, salue cette initiative. Quelques élèves rencontrés n'ont pas caché leur satisfaction. Cette toute première sortie en dehors de la capitale de la plateforme Le Tchad d'abord, dans la sous-préfecture de Koundoul, a permis à l'équipe de distraire les élèves à travers ces jeux questions-réponses, mais d'offrir un spectacle de match de football entre l'équipe de Koundoul et celle de Kobe. Une rencontre qui annonce la célébration de la proclamation de la République. Et puis le complexe scolaire La Fidélité Annexe dans la commune du 8e arrondissement de N'Djamena a distingué hier après-midi ce meilleur élève de l'année scolaire 2018-2019. C'était au cours d'une cérémonie dite Journée de l'excellence qui s'est déroulée dans le dit complexe. La Tchakbe Papa Médizili. Le complexe scolaire La Fidélité d'Angabo Annexe dans la commune du 8e arrondissement de la capitale honore ses meilleurs élèves. Ceux-ci se sont distingués par leurs meilleurs résultats au cours de l'année 2018-2019. Par ce geste, cet établissement privé de la capitale voudrait inciter les élèves à plus d'efforts, gage de leur réussite. À cette cérémonie, des prix d'encouragement leur sont décernés. Un acte qui ne peut que réconforter les récipiendaires visiblement enthousiasmés. Pour le président du comité d'organisation, Djekbe Djankrio, ces élèves méritent d'être soutenus dans leur cursus scolaire. Le fondateur du complexe scolaire La Fidélité Annexe, Issa Abdel Bassit, relève que son établissement prend l'excellence qui est l'objectif recherché par les autorités en charge de l'éducation nationale. Il promet de rendre perpétuelle cette initiative. La commune du 8e arrondissement a bénéficié de bornes fontaines et des toilettes publiques, initiative de la mairie centrale avec le projet renforcement de l'accès à l'eau potable, assainissement de concert avec l'Union européenne et l'AFD. Garcetiemi. De l'eau potable pour tous et un environnement sain où il fait beau vivre, c'est la politique prônée par les plus hautes autorités du pays et ses partenaires. Dans cette logique, l'Union européenne et l'Agence française de développement, à travers le projet de renforcement de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement de N'Djamena, luttent contre la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie et de santé des populations. La présente cérémonie vient de concrétiser une fois de plus l'appui de l'Agence française de développement et l'Union européenne dans le domaine de la gouvernance locale en finançant le projet eau et assainissement, dans le but d'améliorer l'accès aux services essentiels de base à notre population. Chef de délégation adjoint de l'Union européenne, Zissimos Vergos, souligne que cette initiative vient une fois de plus témoigner le parfait partenariat entre le Tchad et l'Union européenne. L'ambassadeur de France au Tchad, Bertrand Kocheri, relève que le défi majeur est bien celui de construire une vie durable. Le défi majeur auxquels sont confrontées aujourd'hui les capitales africaines, c'est bien celui de pouvoir construire et aménager des villes durables. Ce sera d'ailleurs la question au cœur du prochain sommet Afrique-France qui se réunira à Bordeaux au mois de juin 2020.
Ce projet estimé à plus de 16 milliards de francs CFA qui couvre le 7e et le 8e arrondissement, zone nord-est de la capitale, permettra aux bénéficiaires de lutter contre la précarité et la fragilité sur les plans socio-sanitaires. Le 100e pompe à motricité humaine réalisé par le comité de gestion du 5% de revenus pétroliers de la zone du Chariba-Germi a été inauguré dans la commune de Bodoro. C'est le sultan du Bagermi, Bang Adjouli Mamat, qui a inauguré cette source d'eau en présence des autorités civiles traditionnelles. Idriss Mouridriss. À Bodoro, ville située à 45 km de Massénian, chef-lieu de la province du Chariba-Germi, la population est dans la joie. Elle a bénéficié des pompes à motricité humaine pour étancher sa soif et abreuver les bétails, surtout les jours de marché hebdomadaire. Ceci est réalisé grâce au revenu de 5% octroyé à la province productrice de pétrole destiné aux infrastructures socio-économiques et éducatives. Pour les autorités administratives, cette action accompagne la politique sociale du gouvernement dans la 4e République qui vise à servir la population en eau potable. Vu l'importance de ces projets, les fils de la province du Chariba-Germi et les représentants de l'entreprise qui a réalisé cet ouvrage demandent à la population d'en faire bon usage pour le bien-être de tous. Inaugurant la pompe, le président du comité de gestion des 5% des revenus pétroliers de la zone du Chariba-Germi, par ailleurs sultan du Bagermi, Bang Adjouli Mahamad, a affirmé que cette source d'eau fera l'objet d'une bonne cohabitation entre l'éleveur et l'agriculteur. Aujourd'hui, nous sommes venus à Bodoro pour réceptionner la pompe à motricité humaine qui est l'œuvre de son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, qui a bien voulu octroyer ces eaux. Eau, c'est la vie, un cadeau très précieux pour sa population. Outre ces réalisations, les femmes de la commune de Bodoro recommandent à l'État et au comité de doter cette commune d'un centre de santé avec maternité pour permettre aux femmes d'éviter les risques liés à l'accouchement. Après la cérémonie, le sultan du Bagermi, Bang Adjouli Mahamad, a reçu les autorités traditionnelles pour parler de la cohabitation pacifique. Le diocèse du Sacré-Cœur a servi de cadre hier au lancement officiel des activités du jubilé d'or de la rencontre sacerdotale et religieuse des Africains du Tchad. L'ouverture de ces activités a été marquée par une messe dirigée par l'évêque du diocèse de Moundou, épaulé par l'évêque de Doba. C'est au rythme des chants et des prières, d'adoration et de grâce au Père Céleste pour tous ces merveilles, à tous les religieux et religieuses qui ont œuvré pour faire de la rencontre sacerdotale et religieuse des Africains au Tchad, Resrad, ce qu'elle est, que s'est déroulée la messe d'ouverture officielle du Jubilé d'or. Dans sa prédication, l'évêque de Moundou, Joachim Kourayo, a exhorté les chrétiens à prendre un temps d'introspection et de repentance afin de bénéficier de la grâce divine. Situant l'importance de la célébration du Jubilé d'or du Resrad comme instrument d'évangélisation et lieu de rencontre, de solidarité et d'expression de vérité, de justice et d'amour du prochain, l'évêque de Moundou a précisé que cette célébration marque un moment de libération de l'homme dans toutes ses dimensions. Dans son homélie, l'évêque de Doba, Wenge Martin, a appelé les fidèles à demeurer dans la foi en posant des actes salutaires dignes des fils de Dieu pour le salut du monde. Le jubilé fait partie des prescriptions que Dieu a données à Moïse et que le peuple devrait observer une fois entré dans la terre promise. Le principe du jubilé, nous trouvons au verset 17 du même chapitre de Lévitique qui dit « Tu ne feras aucun tort à ton prochain, tu craindras ton Dieu ». Aucun Israélite ne peut donc acheter son compatriote et le réduire définitivement à l'état d'esclavage sans offenser Dieu. Venus de différentes provinces du pays et de l'étranger, les fidèles catholiques réunis à l'église du Sacré-Cœur de Chagua auront au cours de cette semaine marquant le jubilé d'or à suivre des conférences sur la Resrad comme instrument au service de l'évangélisation et de l'inculturation, les défis de la prise en charge de l'église, etc. L'ambassade des États-Unis au Tchad a organisé une conférence de restitution du voyage de découverte et d'information qu'a effectué le coordinateur de l'Association pour la réinsertion des enfants et de la défense des droits de l'homme. Ceci dans le cadre du programme de visiteurs internationaux aux États-Unis. Le point avec Mama Seida Bakra.
Droits de l'homme et tolérance. C'est autour de ces thèmes que le coordinateur de l'Association pour la réinsertion des enfants et la défense des droits de l'homme, Madjarangar Alkoa, s'est basé pour restituer son passage aux États-Unis. Un voyage de découverte et de formation rendu possible grâce au programme de visiteurs internationaux du gouvernement américain. Sur la question de l'excision et le mariage de l'enfant qui a retenu l'attention de l'assistance, le panéliste a reconnu que du côté du gouvernement tchadien, des efforts ont été faits, mais des sensibilisations doivent davantage être menées en vue de l'éradication de ces phénomènes dans la société. Pour la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis, les droits de l'homme sont au cœur des valeurs américaines et tchadiennes. Les droits de l'homme et la tolérance. Ce sont là des sujets qui, au même titre que la sécurité et le développement économique, qui sont au cœur de l'engagement des États-Unis avec le Tchad. Ce sont des valeurs que nous voulons partager avec le monde pour que l'être humain, qu'il soit dans une zone urbaine ou un petit village reculé, puisse jouir de ses droits et vivre sans crainte. Le programme de visiteurs internationaux est l'un des nombreux programmes d'échange du gouvernement américain auxquels prennent part chaque année des jeunes de par le monde. Et puis la lecture de ces décrets avant de clore cette édition, décret numéro 2011 portant nomination des attachés de presse et relations publiques auprès du département ministériel. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, sur proposition du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, décrète article 1, les agents dont le nom suit sont nommés attachés de presse et de relations publiques auprès du département ministériel ci-après. Ministère de la Justice, garde des Sceaux chargé des droits humains, attaché de presse et de relations publiques, M. Mohamed Issa Djarat. Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, attaché de presse et de relations publiques, M. Takadji Etoura. Ministère des Infrastructures, de Transport et du Désenclavement, attaché de presse et de relations publiques, M. Brahim Mamat. Ministère des Finances et du Budget, attaché de presse et de relations publiques, M. Adam Abakar Kaye. Ministère de l'économie et de la planification du développement, attaché de presse et des relations publiques, M. Djerabeta Paul Auguste César. Ministère de l'éducation nationale et de la promotion civique, attaché de presse et des relations publiques, M. Adam Tchede Garboubou. Ministère de la santé publique, attaché de presse et de relations publiques, M. Nadiatel Ndedi. Ministère de la fonction publique, du travail et du dialogue social, attaché de presse et de relations publiques, M. Payang Passouri. Ministère de la formation professionnelle et des petits métiers, attaché de presse et relations publiques, Nadjilem Baitoubam. Ministère de la communication, attaché de presse et des relations publiques, M. Dorkine Gapili. Ministère de Poste, des nouvelles technologies de l'information et de la communication, attaché de presse et relations publiques, Mohamed Djourab Malay. Ministère de Mines, du développement industriel, commercial, de la promotion du secteur privé, attaché de presse et relations publiques, M. Idriss Makaïla Ramat. Ministère du pétrole et de l'énergie, attaché de presse et relations publiques, M. Mohamed Saleh Ahmad Koulka. Attaché de presse, plutôt ministère de l'aménagement du territoire, du développement de l'habitat et de l'urbanisme, attaché de presse et relations publiques, M. Mohamed Taya. Ministère de la production, de l'irrigation et des équipements agricoles, attaché de presse et relations publiques, M. Ngakoutou Jean-Marc Daongote. Ministère de l'aviation civile et de la météorologie nationale, attaché de presse et relations publiques, M. Jimé Ramadan. Ministère de l'élevage et des productions animales, attaché de presse et relations publiques, M. Ndole Gombaye Robouam. Ministère de l'Environnement, de l'eau et de la pêche, attaché de presse et de relations publiques, M. Reukaïdji Manassé. Ministère du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat, attaché de presse et relations publiques, Mme Fatia Amin Chérif. Ministère de la Femme, de la protection de la petite enfance et de la solidarité nationale, attaché de presse et relations publiques, M. Hissène Issarozi. Ministère de la promotion de jeunes et du sport et de l'emploi, attaché de presse et relations publiques, M. Abdel Nasser Moussa. Ministère de l'administration des territoires, attaché de presse et relations publiques, M. Laouna Sangui. Ministère secrétaire général du gouvernement chargé des relations avec l'Assemblée nationale, attaché de presse et relations publiques, M. Kamsoulou Mohamed Moussa. Article 2. Le ministre de la Communication et le ministre des Finances et du Budget sont en charge chacun, en ce qui les concerne, de l'application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. N'Djamena,
27 novembre 2019, Idriss Déby Itno. Et sur ce, c'est la fin de cette édition. Merci à vous, toute l'équipe rédactionnelle et technique qui m'accompagne. On vous souhaite une très bonne fête de la proclamation de la République. Bonsoir.